Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Je me présente, je suis Michelle McCarroll, professeure et directrice du département. Donc, vous êtes ici à cette première conférence du 80e. Donc, on aura une série de conférences cette année dans le cadre du 80e anniversaire de notre département. On va mettre en lumière, en fait, les travaux des professeurs du département et de leurs équipes. Et donc, on a convié, évidemment, toute la communauté du département ainsi que les diplômés. Donc, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette conférence intitulée La santé sexuelle et amoureuse aujourd'hui. Elle sera présentée par les professeurs Sophie Bergeron, Marie-Ève Daspe et Catherine Péloquin. Donc, cette conférence s'inscrit en marge de la Journée mondiale de la santé sexuelle et est parrainée par le CRICAS, l'équipe SCOOP et le CORS. Et donc, je cède la parole à Sophie Bergeron qui vous en dira. Merci beaucoup, Michel, pour l'introduction et merci à tout le monde d'être ici. Alors, je suis Sophie Bergeron, je suis la directrice du CRICAS. Je voulais vous parler brièvement de ce qu'on fait au CRICAS. Alors, on travaille sur des problématiques sociales importantes telles que l'agression sexuelle, la violence conjugale, différents types de problèmes conjugaux et bien sûr la santé sexuelle. Nous sommes aussi membres du CORS, qui est un consortium de recherche sur les relations sociales fondé ici au département de psychologie, qui regroupe en fait des professeurs de psychologie clinique, des professeurs de psychologie sociale, du secteur travail et organisation et d'autres secteurs également là, au département. Donc, on le sait que les relations sociales, c'est quelque chose qui est important pour notre santé mentale. On a vu pendant la COVID, le fait de ne pas pouvoir voir nos proches autant qu'on voulait, on se sentait moins bien, on souffrait de ça, c'était un manque dans notre vie. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point les relations sociales sont importantes pour notre santé et notre longévité. Alors, il y a eu une méta-analyse publiée en 2010 qui examinait différents prédicteurs de santé et de longévité auprès de milliers d'individus. Et les résultats ont démontré que les relations sociales étaient plus importantes, étaient des prédicteurs plus robustes de notre santé et notre longévité que plusieurs autres facteurs qu'on tend à cibler dans des campagnes de promotion de la santé, tels que le fait de ne pas fumer, de faire de l'exercice, de ne pas boire trop d'alcool. Donc, nos relations sociales sont vraiment déterminantes pour notre santé et longévité, mais parfois, c'est plus difficile de travailler nos relations sociales, de développer des interventions pour cibler l'amélioration des relations sociales que d'aller faire de l'exercice, par exemple. En particulier, les relations intimes sont celles vers lesquelles on va se tourner quand on vit un stresseur, quand on vit une difficulté. On tend à s'appuyer sur les personnes les plus proches de nous. Et il y a une autre belle étude, une étude longitudinale qui a suivi anciennement des étudiants de Harvard puis d'autres gens de la population pendant plus de 75 ans. Et ils ont examiné différents prédicteurs là aussi de longévité. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la qualité des relations intimes, donc pas nécessairement une relation de couple, n'importe quelle relation avec un proche, la qualité des relations intimes à l'âge de 50 ans était le prédicteur le plus robuste de la qualité de vie à 80 ans, donc incluant le fait d'être encore en vie à 80 ans, mais ça incluait la mobilité, les fonctions cognitives. Donc, la relation de couple en particulier, puis les relations intimes semblent être très importantes pour notre santé. Et un des prédicteurs de la satisfaction conjugale, c'est la satisfaction sexuelle. Donc, une autre étude faite auprès de plus de 11 000 couples avec apprentissage machine a démontré que la satisfaction sexuelle était parmi les 5 prédicteurs de la qualité de la relation de couple et c'était des études longitudinales, donc l'évolution dans le temps. Malheureusement, plus de 50% des individus se disent insatisfaits des aspects sexuels de leur relation de couple.
Et les problèmes sexuels et la détresse qui les accompagnent sont un des motifs les plus fréquents de consultation en thérapie de couple. Donc, une grande question qui guide nos travaux à Catherine, Marie-Ève et moi, c'est qu'est-ce qui semble favoriser ou nuire à la santé sexuelle et à la qualité des relations amoureuses? Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Pour ma part, je vais vous parler des adolescents. Marie-Ève va vous parler des jeunes adultes et Catherine des couples de plus longue durée. Le travail que je fais sur la santé sexuelle des adolescents, je le fais avec ma proche collaboratrice Jacinthe Dion de l'Université du Québec à Chicoutimi et avec plein de co-chercheurs extraordinaires, précieux, qui amènent leur belle expertise à nos travaux et des coordonnatrices et étudiants extraordinaires également. Aujourd'hui, je vais parler en particulier des travaux de Marie-Michelle Paquette et Alice Giroir. Donc, l'adolescence, c'est un moment où on débute l'exploration de notre sexualité, on fait nos premières expériences à travers des comportements en présentiel, en personne, en présentiel, c'est la COVID, des comportements en personne avec nos pairs, mais aussi de plus en plus des comportements sexuels en ligne. Fait que je vais vous parler des deux aujourd'hui. Et la santé sexuelle, qu'est-ce que c'est? Bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, ça renvoie à une expérience positive de la sexualité qui serait exempte de violence, de coercition, donc qui se fait dans des conditions où on est en sécurité. Et on sait bien que ce n'est vraiment pas le cas partout dans le monde et ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Quand nous, on étudie la santé sexuelle, c'est souvent à l'aide de 3 indicateurs qui vont probablement revenir aussi là, dans les présentations de mes collègues. C'est la satisfaction sexuelle, qui est une évaluation globale de notre sexualité, la fonction sexuelle, qui englobe la capacité à ressentir du désir, de l'excitation pendant une relation sexuelle et la capacité à atteindre l'orgasme, et l'absence de détresse sexuelle, c'est-à-dire peu d'émotions négatives vis-à-vis de notre sexualité. Les études précédentes sur la sexualité des adolescents étaient principalement concentrées sur les comportements sexuels à risque. Au fond, on voulait prévenir les infections transmises sexuellement, on voulait prévenir les grossesses à l'adolescence, par exemple, mais on a rarement demandé aux adolescents comment ça va dans leur sexualité et quels sont les aspects peut-être plus positifs de leur sexualité. Et il y avait une omission importante, c'est qu'on s'est peu intéressé aux adolescents qui s'identifient à une minorité sexuelle et de genre. Et c'était surtout des études transversales où on ne pouvait pas voir vraiment les trajectoires de développement de la sexualité. Donc, pour pallier à ces limites-là, on a commencé une étude longitudinale où on a posé des questions sur la santé sexuelle à des adolescents en secondaire 3, 4 et 5. Et cette étude-là se continue aujourd'hui. Ils sont maintenant, ils ont 18-19 ans là, cette année, notre cohorte, et on continue. Mais là, je vous parle du premier volet de cette étude-là aujourd'hui. On avait, au premier temps de mesure, 2904 jeunes adolescents. Et environ le tiers en troisième secondaire était déjà actif sexuellement. En secondaire 5, donc je vous donne juste un petit aperçu des comportements sexuels qu'il rapportait. Donc, en secondaire 5, presque tout le monde avait eu une fréquentation amoureuse. Ça ne veut pas dire une relation amoureuse stable, un partenaire à long terme, mais au moins une fréquentation amoureuse. Ils avaient eu en moyenne presque 3 partenaires sexuels. Encore là, pas nécessairement un partenaire stable, mais ils ont eu des relations sexuelles avec en moyenne 3 partenaires différents. Et on s'est intéressé à des comportements sexuels, encore là, qui ont été peu investigués par le passé. Donc, les chercheurs se sont beaucoup concentrés sur la pénétration comme marqueur d'activité sexuelle. Nous, on voulait voir quels autres comportements auxquels ça donne les jeunes. Donc, en termes de stimulation manuelle, environ le tiers disait toujours en recevoir, mais la stimulation orale, c'était moins fréquent, moins de 1 ado sur 5 disait en recevoir, et les filles disent en recevoir moins aussi, peut-être parce que dans des relations hétérosexuelles, notamment, ça peut être plus difficile de demander puis de prioriser là, son propre plaisir pour une jeune fille. On a regardé les trajectoires de santé sexuelle, donc toujours avec les indicateurs dont je vous ai parlé plus tôt.
Donc, en termes de satisfaction sexuelle, au fil des 3 ans, on voit une belle amélioration chez les adolescents. Donc, au fur et à mesure qu'ils expérimentent, ça semble mieux se passer, ils sont globalement plus satisfaits. Par contre, en ce qui concerne la détresse, donc des émotions négatives par rapport à la sexualité, ça, c'est plus fluctuant. Donc, on voit une petite amélioration, puis ensuite, ça diminue. C'est possible qu'après les premières expériences, qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on espérait faire ou espérait vivre et on vit des déceptions de ce côté-là. Notamment, peut-être, vous allez voir dans d'autres résultats, pour les filles, une plus grande difficulté à atteindre l'orgasme peut jouer sur la détresse. Puis on a vu aussi dans notre échantillon que l'image corporelle déclinait au fil des 3 années. Donc, ça aussi, ça peut jouer dans la détresse sexuelle. En ce qui concerne les difficultés d'excitation et de désir, bonne nouvelle, on voit une diminution. Donc, ça semble être plus facile au fil du temps pour les adolescents de ressentir du désir et de vivre une excitation pendant la relation sexuelle. Mais pour l'orgasme, c'est un petit peu plus difficile. Et là, vous allez voir, je vais détailler des comparaisons par groupe, donc ça peut expliquer un petit peu les trajectoires. Donc, ce qu'on a vu en termes de satisfaction sexuelle, et vous allez voir, c'est le cas pour nos 3 indicateurs, les garçons vont mieux. Les garçons hétérosexuels cisgenres vont mieux dans leur sexualité à l'école secondaire. Donc, en termes de satisfaction sexuelle, ils vont mieux que les filles des minorités sexuelles et de genre. Et les filles hétérosexuelles cisgenres aussi, en termes de satisfaction, vont mieux que les filles des minorités sexuelles et de genre. Pour la fonction sexuelle, donc désir, excitation, orgasme, les garçons vont mieux que les filles hétérosexuelles cisgenres et ils vont aussi mieux que les filles des minorités sexuelles et on a trouvé exactement le même patron de résultats en ce qui concerne la détresse sexuelle. Donc, les filles hétérosexuelles sont un petit peu plus vulnérables et les filles des minorités sexuelles et de genre sont beaucoup plus vulnérables. Et justement, on avait une belle diversité dans notre échantillon. C'est 19 de l'échantillon qui s'identifie comme étant appartenant à un groupe minorité sexuelle ou de genre. Peut-être 2 choses qu'on a observées que je peux vous mentionner, c'est que d'une part, ils révèlent plus leur identité, leur orientation en 5e secondaire qu'en 3e secondaire. Et aussi, il y a une fluctuation. Donc, il y a des jeunes qui peuvent s'identifier comme étant hétérosexuels en 3e secondaire, mais comme bisexuels en 5e secondaire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Je voulais vous parler brièvement des comportements sexuels en ligne. Donc, on a posé des questions sur le visionnement de pornographie chez nos adolescents. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, le premier visionnement s'est fait à 12 ans. Le tiers de nos jeunes regardaient de la pornographie au moins une fois par semaine et les 2 tiers en avaient regardé dans leur vie. On a aussi examiné les trajectoires d'utilisation de pornographie à travers les 3 années. Et donc, en rouge, en bas, vous avez les filles hétérosexuelles cisgenres et en haut, en bleu, c'est les garçons hétérosexuels cisgenres. Donc, vous voyez que ce sont toujours les garçons hétérosexuels cisgenres qui consomment le plus de pornographie, tant en 3e secondaire qu'en 5e secondaire, et les filles hétérosexuelles le moins. Donc, pour nos 3 groupes du haut, donc les minorités sexuelles et de genre, filles, garçons, non-binaires, on n'a pas vu de changement dans le temps, mais les filles hétérosexuelles cisgenres, il y a une petite augmentation de visionnement de la pornographie dans le temps. Je voulais terminer la présentation en mentionnant des facteurs qu'on a identifiés comme étant favorisants ou nuisibles pour la santé sexuelle des adolescents. Donc, qu'est-ce qui semble favoriser leur santé sexuelle dans le temps? Bien, il y a la résilience, une bonne régulation émotionnelle et se sentir compris, validé et apprécié par son partenaire. Et ça, c'est vraiment un facteur qu'on retrouve dans toutes nos études, tant des populations cliniques d'adultes que des couples de la population générale. Quand on se sent compris, validé et apprécié par notre partenaire, notre santé sexuelle se porte mieux à tous les stades de la vie, là, au fond. Par contre, ce qui nuit de façon non surprenante, c'est la violence dans les relations amoureuses. Et on a trouvé que 40
des jeunes actifs sexuellement de notre échantillon rapportaient avoir vécu au moins une expérience de violence qui est très élevée. Et on a vu que ces expériences-là étaient particulièrement nuisibles pour les filles, les jeunes des minorités sexuelles et les adolescents qui se questionnent. On avait un sous-groupe qui sont en questionnement un petit peu tout au long là, des 3 années. Alors, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à Marietta. Merci à tout le monde d'être là. Moi, je vais vous parler, comme Sophie a dit, de la sexualité du couple chez les jeunes adultes. J'avais envie de vous parler surtout de l'influence des technologies dans les relations amoureuses à cet âge-là, parce que c'est un des axes de recherche là, qui nous intéresse beaucoup au laboratoire. Donc, quand on parle de nouvelles technologies numériques, on pense à divers outils technologiques comme... est-ce qu'on peut pas voir le voisin? Il est partagé. C'est bon? OK. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Quand on parle de différents outils de technologie numérique, on parle de différents outils, que ce soit les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs, mais c'est aussi les différentes plateformes. Je vais parler davantage des médias sociaux dans ma présentation, donc Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Donc, il y en a des nouvelles presque à chaque année, puis ça augmente beaucoup en popularité. Donc, dans les 10 dernières années, dans les 20 dernières années, il y a vraiment eu une explosion de tous ces outils-là, de toutes ces plateformes-là. C'est vraiment devenu maintenant, très rapidement, ancré fortement dans notre quotidien. Puis nécessairement, ça va influencer la façon dont on entre en relation avec les autres et dans ce contexte-là, les relations de couple n'y échappent pas. Chez les jeunes adultes, spécifiquement, là, au niveau de l'ampleur de l'utilisation, c'est 97 qui ont un téléphone intelligent. Ça, c'est les Québécois là, spécifiquement, donc presque tout le monde finalement. 90 utilisent régulièrement les réseaux sociaux et le temps moyen d'utilisation quotidien s'assurerait autour de 5 heures. Donc, vraiment, on voit, comme je le disais, que c'est bien ancré dans le quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, comme je disais, je vais parler surtout de ça, ont un rôle à tous les stades des relations amoureuses. Pendant ma présentation, je vais parler seulement que de quelques aspects. Donc, je vais parler de la recherche de partenaires en ligne qui vient vraiment influencer ou bouleverser un peu le stade d'initiation des relations en introduisant un nouveau contexte de rencontre complètement qui est assez différent du contexte de rencontre traditionnel. Je vais parler aussi de la jalousie, du phénomène de la jalousie suscité par les réseaux sociaux qui est quand même aussi relativement fréquent dans les relations de couple engagées, si je peux dire comme ça, ou officielles. Puis je vais parler aussi de cyberviolence, qui est une forme assez fréquente de violence qui peut avoir lieu dans les relations de couple, mais aussi lors de la rupture, après la rupture, si on pense à du harcèlement ou suivre ou la cyberviolence envers un ex-partenaire amoureux. Donc, pour la recherche de partenaires en ligne, il y a quelques années, je ne sais pas trop combien d'années, peut-être 15, avec l'avènement d'Internet, en tout cas de la démocratisation d'Internet, on a vu arriver les sites de rencontres. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça a été peut-être l'ancêtre de la rencontre en ligne, si on veut. Maintenant, c'est beaucoup les applications de rencontres qui ont monté en popularité, qui sont disponibles sur les téléphones intelligents et tout ça. Donc, il y en a plein, Tinder, Grindr, OkCupid. Donc, probablement, vous avez déjà entendu parler de ces applications-là, et les réseaux sociaux aussi, qui, même si ce n'est pas leur rôle premier, peuvent aussi être utilisés pour rencontrer des partenaires amoureux. En termes d'ampleur, si on se rapporte au site de rencontre, c'est un phénomène qui est peut-être un petit peu plus marginal au début. Maintenant, avec les applications de rencontre chez les jeunes adultes, c'est quand même 48 qui rapportent avoir déjà cherché des partenaires amoureux ou sexuels en ligne. Puis ça date de 2019. Je ne serais pas surprise que ça soit encore plus élevé maintenant en 2022 parce que ça augmente très rapidement. Puis parmi ces jeunes adultes-là, c'est 39 qui ont été engagés dans une relation amoureuse avec un partenaire rencontré en ligne, donc relativement efficace, puis une bonne proportion quand même des relations maintenant qui sont initiées en ligne.
les études qui se sont penchées sur l'expérience des utilisateurs de ces plateformes-là, les applications de rencontres en général, disent que l'expérience est globalement positive, mais il y a quand même des avantages et des inconvénients qui sont rapportés. Par exemple, les avantages, c'est sûr que le bassin de partenaires potentiels est beaucoup plus grand que ce qui serait accessible dans notre réseau social traditionnel. Ce serait moins menaçant aussi de rencontrer des partenaires en ligne parce que c'est plus facile d'initier des contacts, une distance derrière un écran, le rejet pourrait être moins blessant, par exemple, qu'en personne. Il y a beaucoup d'informations disponibles, énormément d'informations disponibles sur les partenaires potentiels, même avant de s'être rencontrés en personne. Donc, on peut savoir les activités, les intérêts, les amis, ce que personnellement, je pense qu'il n'est pas nécessairement toujours un avantage, mais c'est quelque chose qui est rapporté comme étant relativement apprécié par les utilisateurs. Puis, l'accessibilité et la facilité d'utilisation aussi. Là. Donc, on peut être un vendredi soir dans son salon avec un verre de vin à magasiner, si on veut, des partenaires amoureux ou sexuels en ligne. Au niveau des inconvénients, il y a la gestion de l'image qui est rapportée. Donc, cette impression-là que les gens peuvent contrôler leur profil, peuvent contrôler leur image, puis présenter une image, justement, qui n'est pas nécessairement fidèle à la réalité. La frustration, c'est quelque chose aussi qui est rapporté. Donc, beaucoup de candidats potentiels, comme je le disais, mais finalement, peut-être peu qui sont vraiment intéressants. Donc, des fois, les gens vont mettre beaucoup d'espoir dans cette recherche-là de partenaires en ligne, beaucoup d'investissements, rentrer en contact avec beaucoup de personnes, rencontrer des fois en personne beaucoup de partenaires potentiels, puis finalement, se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont réellement intéressants. De façon plus sérieuse aussi, il y a quand même 60% des femmes âgées de 18 à 34 ans qui ont vécu une forme de harcèlement sur ces plateformes-là. Donc, par exemple, de recevoir de façon plutôt harcelante des messages alors qu'elles ont dit qu'elles souhaitaient couper le contact avec une personne. Et il y a 57% des femmes de cette tranche d'âge-là qui ont reçu du contenu à caractère sexuel non désiré, que ce soit des photos, que ce soit des messages. Donc, quand même, pour une bonne proportion de jeunes femmes, l'impression que ces plateformes-là ne sont pas nécessairement sécuritaires pour rencontrer des gens. Dans notre labo, on s'est intéressé plus spécifiquement aux liens potentiels entre l'utilisation des applications de rencontre et les comportements sexuels à risque. Donc, Laurence, une de mes étudiantes au doctorat, a voulu examiner ce lien-là parce que c'est sûr que les applications de rencontre facilitent vraiment les contacts avec plusieurs partenaires en même temps. Puis il peut y avoir aussi cette norme sur les réseaux sociaux qui favorise la consommation de partenaires ou les relations sexuelles sans engagement. Donc, c'est intéressant à voir est-ce que le fait d'utiliser ces plateformes-là peut mener à un plus grand engagement dans différents comportements sexuels à risque. Donc, on passe souvent aux relations sexuelles sans condom, mais il y a différents exemples de comportements sexuels à risque. Et ce qu'on a observé, c'est un échantillon de 342 jeunes adultes, quelques adolescents, mais majoritairement des jeunes adultes. C'est qu'il y avait quand même 56% de notre échantillon qui avaient rapporté avoir utilisé des applications de rencontre au moins une fois dans les 10 derniers mois. Donc, encore, c'est un phénomène très normatif dans notre échantillon. Et que plus une personne était engagée, plus l'engagement était grand dans l'utilisation des applications de rencontre, donc plus la personne avait des contacts en ligne avec plusieurs partenaires à la fois, plus elle rencontrait des partenaires en personne, plus elle utilisait de différents types de plateformes, plus l'engagement dans les comportements sexuels à risque était grand. Donc là, c'est certain que ça nous a amené tout plein de questions aussi. Par exemple, est-ce que les différentes motivations à utiliser les applications de rencontre pourraient mener à plus ou moins si la personne cherche des partenaires sexuels sans engagement versus chercher une relation amoureuse stable? Donc, évidemment, il y a encore plein de questions à répondre, mais de façon globale, ce que ces résultats-là montrent, c'est qu'il faut s'intéresser quand même à l'impact des applications de rencontre et des rencontres en ligne dans la promotion de la santé sexuelle parce que ça semble effectivement jouer un rôle important. Maintenant, je vous amène ailleurs dans un autre thème qui suscite beaucoup d'intérêt au labo, qui est la jalousie qui est suscitée par les médias sociaux. Donc, quand je parle de jalousie suscitée par les médias sociaux, je parle de la jalousie qui peut être suscitée par du contenu qui concerne le partenaire ou la partenaire amoureuse sur les réseaux sociaux. Donc, la jalousie, c'est vraiment pas un enjeu qui est nouveau dans les relations amoureuses, évidemment, c'est vieux comme le monde, mais
les réseaux sociaux pourraient être un contexte qui est, en fait, est un contexte qui est favorable à l'émergence des sentiments de jalousie pour différentes raisons. Donc, d'abord, sur les réseaux sociaux, on est exposé à une grande quantité d'informations concernant le partenaire, puis c'est de l'information qu'on n'aurait pas nécessairement dans les réseaux sociaux. Donc, par exemple, on peut savoir un peu plus les allées et venues, avec qui notre partenaire a passé la journée. Donc, par exemple, avec qui notre partenaire a dîné. Si on voit une photo, justement, de notre partenaire identifié sur les réseaux sociaux dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des personnes attirantes qu'on ne connaît pas. Et cette information-là, elle est souvent ambiguë et décontextualisée. Donc, c'est un bout de texte, c'est une photo, mais il n'y a pas justement de contexte, donc ça laisse place à beaucoup d'imagination et beaucoup de préoccupation. Et finalement, il y a des contacts facilités avec d'anciens partenaires amoureux et des rivaux potentiels. Donc, encore une fois, des personnes potentiellement attirantes qu'on ne connaît pas ou qu'on considère peut-être comme des rivaux potentiels. Donc, toutes ces choses-là font que la jalousie serait particulièrement... En fait, les réseaux sociaux nous favorisent l'émergence de sentiments de jalousie. Et on s'est intéressé avec des collègues à savoir, est-ce que le fait d'avoir des réactions de jalousie ou d'être jaloux par rapport au contenu sur les réseaux sociaux pourrait avoir des impacts concrets et réels dans la relation amoureuse, même hors ligne. Puis ici, on s'est intéressé spécifiquement à la violence. Donc, ce qu'on a observé, encore une fois, chez un échantillon de jeunes adultes, c'est que plus une personne a une grande fréquence d'utilisation des réseaux sociaux, donc plus elle passe d'heures par jour sur les réseaux sociaux, plus elle rapporte des sentiments de jalousie envers le contenu qui est associé au partenaire sur les réseaux sociaux. Probablement parce qu'en passant beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, elle est justement exposée à plus de contenu concernant le partenaire qui peut susciter de la jalousie. Puis en retour, cette jalousie-là est associée à un plus grand risque de perpétrer de la violence envers le partenaire amoureux. Donc, on mesurait dans cette étude-là la violence psychologique, le fait de crier, d'insulter, de rabaisser, la violence physique, le fait de frapper, de pousser, et la violence sexuelle qui est, par exemple, menacer le partenaire pour avoir des relations sexuelles, forcer le partenaire à avoir des relations sexuelles. Donc, vraiment, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que même justement des réactions, quelque chose qui se passe en ligne peut déborder puis avoir des impacts très concrets puis très sérieux sur la relation amoureuse. Donc, dans cette étude-là, on s'intéressait vraiment à la violence traditionnelle, mais un autre thème qui nous intéresse beaucoup et qu'on souhaite poursuivre là, dans le futur dans le labo, c'est le phénomène, mieux comprendre le phénomène de la cyberviolence. C'est sûr qu'on pourrait voir la cyberviolence un peu comme une extension de la violence. En fait, c'est juste une autre façon d'être violent, mais en utilisant les technologies. Mais je vais parler un petit peu tout à l'heure de comment c'est un phénomène qui est peut-être un peu distinct, ou en tout cas qu'il y a des aspects qui se différencient de la violence traditionnelle, puis qui la rendent particulièrement inquiétante. Donc, quand on parle de cyberviolence, c'est l'utilisation de la technologie dans le but de menacer, harceler, surveiller, contrôler, mettre de la pression, contraindre un partenaire. Donc, vous voyez que c'est assez large. J'ai mis différents exemples ici, c'est vraiment pas exhaustif. Donc, il y a des façons plus subtiles d'utiliser les technologies pour perpétrer la cyberviolence, comme par exemple la surveillance des réseaux sociaux, donc scruter justement ce que le partenaire fait sur les réseaux sociaux, la géolocalisation, donc essayer de géolocaliser le partenaire pour surveiller, contrôler ses allées et venues, alors que l'autre partenaire n'est pas nécessairement à l'aise avec ça. Et il y a des formes aussi plus directes ou ouvertes, comme publier du contenu embarrassant, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou envoyer des courriels avec des postings ou des potins sur une personne dans le but de l'humilier, ou l'envoi de menaces, par exemple, direct pour faire peur. Donc, il y a vraiment différentes formes. Puis, ce qui est inquiétant, c'est qu'à mesure que les technologies se développent, il y a de nouvelles façons qui se créent finalement de perpétrer la cyberviolence. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un petit peu différent de la violence traditionnelle? Parce que c'est via les technologies, justement, et parce que les technologies sont si accessibles et si omniprésentes, ça devient très invasif comme forme de violence. Donc, il n'y a pas de limite géographique et temporelle, alors que quand on pense à la violence traditionnelle, si on veut émettre de la violence psychologique, physique ou sexuelle, il faut être en présence de l'autre partenaire, alors qu'ici, la victime, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe où. Donc, les victimes ont souvent rapporté qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir échapper à leur perpétrateur à cause de ça.
Il y a un risque élevé aussi de revictimisation, étant donné la permanence du contenu électronique. Donc, le fait, par exemple, si on pense à publier du contenu humiliant par rapport à un partenaire sur les réseaux sociaux, bien, le contenu est là, c'est très difficile à enlever. Les plateformes ne sont pas nécessairement toujours collaboratives ou des fois, c'est long avec le contenu soit effacé. Donc, la victime, elle est à risque de revivre la cyberviolence à chaque fois que des nouvelles personnes sont exposées à ça ou à chaque fois qu'elle aussi elle est exposée à ça. Le risque élevé d'humiliation publique pour la même raison. Donc, si, encore une fois, c'est, par exemple, publier du contenu embarrassant, ben, c'est comme si le réseau social de la personne est beaucoup plus impliqué dans la violence, alors que la violence traditionnelle, ben, généralement, elle a lieu derrière des portes closes et on ne la voit pas. Donc, il y a moins de risques d'humiliation publique. Et finalement, la minimisation et la normalisation de la cyberviolence. Il y a plusieurs formes de cyberviolence parce qu'elles sont subtiles, elles sont minimisées, comme par exemple fouiller ou se connecter au compte d'un partenaire, ben, personne ne le sait, on le fait en cachette, donc on peut avoir l'impression que c'est moins dommageable. C'est plus facile aussi, donc géolocaliser un partenaire, ce ne serait pas comme par exemple se lever au plein milieu de la nuit, prendre son auto, le suivre dans la rue. Donc, parce que c'est facile et accessible, ça peut donner une impression que ce n'est pas très grave ou que ce n'est pas vraiment de la violence finalement. Donc, je vais juste prendre quelques minutes là, pour conclure parce que, et peut-être présenter quelques pistes de réflexion parce que j'ai brossé un portrait quand même assez sombre là, des nouvelles technologies dans ma présentation. Puis c'est pas étranger au fait que nos travaux s'intéressent beaucoup à ces aspects-là, mais il faut quand même mentionner que ça n'a pas seulement des impacts négatifs, puis les technologies numériques peuvent aussi vraiment avoir des impacts sur l'intimité, la proximité, la communication au sein du couple. On a juste à penser aux relations à distance qui bénéficient beaucoup de ces technologies-là. Donc, c'est vraiment pas que du négatif. Mais il y a certainement certains pièges. Donc, c'est vraiment à l'utilisateur, finalement, de faire un bon usage de cet outil-là. Puis, je veux insister sur l'importance de sensibiliser, d'éduquer les jeunes à leur utilisation des réseaux sociaux et au développement de leur sens critique pour que, finalement, ils utilisent l'outil plutôt que l'outil les utilise, si on veut. Parce que ça prend tellement de place aussi dans notre vie qu'on peut se retrouver un peu, des fois, contrôlé par cet outil-là. Donc, il faut comme renverser la balance, puis faire une utilisation qui est consciente de ces outils-là. Puis je pense aussi que comme tout le reste, ça prend une communication qui est ouverte dans le couple sur notre utilisation des technologies et sur ses impacts. Donc, qu'est-ce que ça amène de bon dans notre couple? Qu'est-ce que ça amène de moins bon? Selon le type d'utilisation qu'on en fait, qu'est-ce qui est acceptable ou non dans notre relation? Est-ce que je suis à l'aise que mon conjoint me géolocalise ou j'ai l'impression que c'est une intrusion, une transgression de ma vie privée? Donc, c'est vraiment des conversation que chaque couple doit avoir parce que la réponse peut être différente pour chaque couple. Mais que c'est des choix conscients, je pense que les conjoints doivent faire. Et les réactions aussi par rapport à certains contenus. Donc, si je suis exposée à quelque chose qui génère de la jalousie par rapport à mon partenaire sur les réseaux sociaux, ben, est-ce que je me mets à le surveiller? Est-ce que je me mets à justement m'imaginer plein de choses ou est-ce que je lui en parle puis on règle ça ensemble plutôt que d'être influencé finalement puis d'être un peu pris parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ma recommandation, ça serait de prendre le temps de faire une réflexion personnelle sur notre utilisation pour reprendre le contrôle sur l'outil et non pas l'inverse. Voilà, merci de votre attention. Bonjour, je suis Catherine Péloquin, aussi professeure au département de psychologie. Et je vais un petit peu aller plus loin que ce que mes collègues ont présenté, d'excellentes présentations d'ailleurs. Je vais vous parler des couples de longue durée et de leur sexualité. Les médias nous transmettent toutes sortes de messages par rapport à la sexualité, à ce que ça devrait être, toutes sortes de trucs
toutes sortes d'informations, comment on devrait se comporter au plan de la sexualité. Notre sexualité devrait être époustouflante tout le temps en lire ces magazines. Mais est-ce que ça représente vraiment ce qui se passe dans la sexualité des couples qui sont établis, qui sont ensemble depuis plusieurs années? Est-ce que c'est ça qu'on vise ou est-ce que la réalité et le bien-être sexuel se représentent différemment chez les couples de longue durée? Certains pourraient nous dire ou penser que la sexualité chez les couples de longue durée ressemble à quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi ressembler à quelque chose comme ça aussi. Hein? Donc, le bien-être sexuel qui peut prendre différentes formes dépendamment des couples. Et à ce jour, en fait, la majorité de la recherche a porté davantage sur les couples plus jeunes ou des individus plus jeunes en relation de très courte durée. Et il y a quand même relativement peu d'études qui s'est intéressées à la sexualité chez les couples au fil du temps, hein, quand ça fait plusieurs années, quand on a eu une carrière, quand on a eu des enfants, quand on a traversé plusieurs étapes de vie ensemble. Alors, c'est ce que mes travaux tentent de faire, du moins depuis quelques années. La première chose qu'on peut investiguer, c'est la satisfaction sexuelle. On sait qu'il y a une période de lune de miel qui peut durer de 6 mois à 2 ans environ. Évidemment, c'est une moyenne chez les couples, c'est-à-dire que la sexualité va être vraiment très satisfaisante au début de la relation et qu'au fil du temps, les études nous montrent que la satisfaction sexuelle tend à diminuer. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est les résultats d'une étude qui portait sur 151 couples de sexes différents en couple depuis en moyenne 9 ans. Et ce sont des couples très heureux là, au plan de la relation, au plan de la sexualité, mais même chez ces couples-là, on observe une diminution de la satisfaction sexuelle au fil de 3 ans. On peut donc se demander, en fait, est-ce que ça a à voir avec la fréquence des relations sexuelles qui, elle aussi, diminue au fil du temps? Ce qu'on sait quand on regarde les échantillons populationnels, c'est que chez les jeunes couples, la satisfaction et la fréquence des relations sexuelles est environ 1 fois par semaine, alors que chez les couples plus vieux, elle est de 1 à 2 fois par mois. Donc, évidemment, ça, c'est des moyennes, il y a de la variabilité entre les couples, mais ça vous donne une idée que la fréquence des relations sexuelles diminue avec le temps. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est pour ça que la satisfaction sexuelle diminue parce que la fréquence, elle est plus faible? La réponse, c'est oui et non. Il y a les résultats d'une étude qui ne provient pas de mon labo, mais que je trouve quand même intéressante, c'est-à-dire qui démontre que, oui, la fréquence sexuelle plus élevée est associée à un bien-être sexuel et relationnel plus élevé, mais au-delà de 1 fois par semaine, cette association-là n'est plus significative. Donc, c'est comme s'il n'y a pas nécessairement une plus-value au plan relationnel, au plan sexuel, à avoir des relations sexuelles plus souvent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, évidemment, mais ça démontre que tout n'est pas dans la fréquence sexuelle. Donc, il y a d'autres facteurs qui expliquent le bien-être sexuel chez les couples de longue durée. Alors, ma prochaine question, et ce que mes travaux font, c'est de tenter d'expliquer, dans le fond, c'est quoi les facteurs ou qu'est-ce qui explique la satisfaction sexuelle chez les couples de longue durée. On s'est intéressé en fait beaucoup au climat de la relation. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le reste de la relation en dehors de la chambre à coucher? Et ce qu'on observe, c'est que les facteurs relationnels sont associés à la satisfaction sexuelle. Dans une étude de mon étudiante Noémie Beaulieu, on a évalué nos couples sur une période d'1 an. Et ce qu'on a trouvé, c'est que l'intimité, donc, les couples qui rapportaient davantage d'intimité au début de l'étude rapportaient plus de satisfaction conjugale et plus de satisfaction sexuelle 1 an plus tard. Donc, le climat de la relation contribue au bien-être sexuel dans le temps. Ce qu'on a trouvé aussi, par contre, c'est que la satisfaction sexuelle contribuait aussi à plus d'intimité dans le temps, donc suggérant que le bien-être sexuel contribue aussi à améliorer potentiellement le climat de la relation, à rendre la relation plus positive au fil du temps. Beaucoup de mes travaux se sont intéressés à la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, vraiment très brièvement, nous dit qu'il y a 3 systèmes comportementaux qui favorisent le bien-être optimal chez les couples, soit l'attachement, le soutien entre les partenaires et la sexualité. Ça en fait donc un modèle assez intéressant pour expliquer le bien-être chez les couples de longue durée.
Mais l'attachement, bon, on en entend beaucoup parler, c'est comme un thème à la mode. On peut se demander, mais c'est quoi ça, l'attachement? Hein? Si j'avais à décrire, c'est quoi l'attachement? L'attachement sécurisant, c'est la forme la plus optimale, la forme la plus positive d'attachement dans la relation. Ça parle de comment on se perçoit individuellement et comment on perçoit l'autre dans notre relation. Donc, l'attachement sécurisant, c'est la croyance qu'on mérite l'amour de son partenaire, la capacité à s'appuyer sur son partenaire, puis avoir confiance que son partenaire va être présent pour nous dans les moments où on en a vraiment besoin. Donc, une personne qui a un attachement sécurisant aurait vraiment cette perception positive d'elle-même et cette perception positive et des attentes positives envers son partenaire amoureux. Dans la population générale, on sait que c'est environ 50% des individus qui rapportent un attachement sécurisant. Il nous dit qu'il y a un autre 50% qui rapportent des insécurités d'attachement. Ils vont se traduire de deux façons, soit par l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité. L'anxiété d'abandon, ça réfère à la perception de soi, donc comment on se perçoit, et c'est une perception négative de soi. Donc, comme on a une estime négative de soi, on ne croit qu'on ne mérite pas l'amour de son partenaire, donc on a une peur de se faire rejeter ou abandonner dans sa relation. Alors que l'évitement de l'intimité, ça réfère plutôt à la perception négative des autres, donc de percevoir ou d'avoir des attentes négatives envers les partenaires amoureux, de ne pas avoir confiance en eux et donc d'être inconfortable dans la vulnérabilité, puis dans l'intimité avec le partenaire amoureux. Une première série d'études réalisées au laboratoire, à la fois avec des couples de la population générale, mais des couples qui consultent en thérapie conjugale, a démontré en fait que les individus qui rapportaient davantage d'anxiété d'abandon ou d'évitement de l'intimité, donc les deux formes d'insécurité d'attachement, rapportaient aussi plus d'insatisfaction sexuelle. L'inverse était vrai aussi, c'est-à-dire que les individus qui vont rapporter moins d'insécurité d'attachement, donc un attachement plus sécurisant, vont rapporter davantage de satisfaction sexuelle. Comme le modèle nous dit, donc on peut aussi s'intéresser au soutien. Tantôt, je vous ai parlé de l'attachement, du soutien, de la sexualité. Et le soutien conjugal semble expliquer cette association, c'est-à-dire que les individus qui rapportent un attachement plus sécurisant vont rapporter, percevoir, recevoir davantage de leur partenaire, donc recevoir davantage de soutien et émettre un soutien qui est plus sensible aux besoins de l'autre et ça va expliquer le fait qu'ils rapportent une satisfaction sexuelle plus élevée. À l'inverse, les individus qui ont des insécurités d'attachement rapportent recevoir moins de soutien conjugal, en émettent moins aussi ou en émettent, mais de manière plus négative et vont rapporter plus d'insatisfaction sexuelle. Je vous ai aussi dit tout à l'heure que les trois systèmes comportementaux, donc l'attachement, le soutien, la sexualité, sont associés au bien-être optimal dans les relations. Donc, dans une dernière étude, on s'est intéressé à la contribution des trois systèmes comportementaux pour expliquer l'instabilité conjugale chez les couples qui consultent en thérapie conjugale. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les individus qui rapportent plus d'insécurité d'attachement rapportent percevoir moins de soutien de la part de leur partenaire, sont plus insatisfaits au plan de la sexualité et ça explique qu'ils sont plus instables au plan de leur relation conjugale, c'est-à-dire qu'ils vont plus envisager la séparation, puis par des comportements dans ce sens-là, par exemple, en parler à leur entourage ou consulter un avocat. Donc, si je résume, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a plusieurs facteurs relationnels qui contribuent au bien-être sexuel chez les couples de longue durée. Je vous ai parlé de la satisfaction conjugale, de l'intimité, du soutien, de l'attachement. Et nos travaux semblent suggérer aussi que le bien-être sexuel contribue à son tour aux facteurs relationnels puis au climat de la relation. Donc, c'est associé à davantage d'intimité, de satisfaction conjugale et de stabilité relationnelle. Les travaux au laboratoire démontrent aussi qu'il y a des facteurs sexuels plus proximaux qui sont aussi associés au bien-être sexuel chez les couples de longue durée. Et on s'est intéressé à différents facteurs, notamment les motifs sexuels, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les individus ont des relations sexuelles. Dans deux études, ce qu'on a trouvé, vous ne voyez pas, c'est que lorsque le partenaire avait des relations sexuelles pour prendre soin de son partenaire, donc des relations sexuelles vraiment pour
démontrer son amour envers le partenaire, c'était associé à des émotions positives au plan de la sexualité au quotidien et davantage de satisfaction sexuelle chez les deux partenaires. On a aussi démontré que la qualité des échanges sexuels était associée à plus de satisfaction sexuelle. C'est-à-dire que quand les individus rapportent un équilibre entre les coûts sexuels et les bénéfices sexuels, les deux partenaires rapportent aussi plus de satisfaction sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par coûts et bénéfices sexuels? En fait, les coûts sexuels, ce sont tous les aspects plus négatifs de sa sexualité. Et ça, tout le monde en a. Hein, ça peut être de percevoir que la fréquence des relations sexuelles n'est pas assez élevée. Ça peut être d'avoir des problèmes au niveau de la fonction sexuelle ou de vivre des émotions négatives pendant les relations sexuelles. Alors que les bénéfices sexuels sont tous les aspects positifs. Donc, le bien-être que ça m'apporte, l'intimité que ça crée dans ma relation, le fait que je suis contente d'en avoir souvent, par exemple, ça correspond à des bénéfices sexuels. Donc, quand il y a la perception qu'il y a un équilibre entre les coûts et les bénéfices sexuels dans ma relation, je suis aussi plus satisfait et mon partenaire l'est aussi. Le dernier point, c'est les problèmes sexuels. Donc, tout à l'heure, Sophie a parlé de la fonction sexuelle. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que lorsque les individus rapportent plus de difficultés au niveau de la fonction sexuelle, que ce soit le désir, l'excitation, l'orgasme, la douleur, ils vont être moins satisfaits au plan de la sexualité. Et le partenaire aussi. Donc, si je focus un petit peu sur les difficultés sexuelles, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 45% des couples qui vivent une difficulté sexuelle à un moment ou à un autre dans leur vie. Donc, c'est relativement fréquent. Et nos travaux réalisés auprès de couples en thérapie conjugale démontrent que c'est 30 à 60% des couples qui se disent insatisfaits au plan de la satisfaction sexuelle. Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent. Dans une étude, on s'est intéressé aux motifs de consultation en thérapie de couple. Sophie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'auprès de 169 couples qui consultent en thérapie conjugale, on leur a demandé de nous dire, avec des questions ouvertes, qu'est-ce qui les amenait à consulter en thérapie. Et pour 49% de ces couples-là, il y avait une difficulté sexuelle qui figurait parmi les 3 raisons pour consulter en thérapie conjugale. Et parmi ces raisons-là, les 2 plus fréquentes, c'était la fréquence des relations sexuelles. Donc, souvent, les individus sont insatisfaits de la fréquence, mais ça peut d'en avoir trop ou de percevoir que le partenaire en veut plus que nous, on en veut, ou d'avoir l'impression qu'on n'en a pas assez, souvent, ou des difficultés au niveau du désir sexuel. Donc, ça, c'était les 2 problématiques sexuelles les plus souvent rapportées chez ceux qui rapportaient un problème sexuel pour consulter en thérapie conjugale. On s'est aussi intéressé à la fonction sexuelle et aux problèmes plus spécifiques de la fonction sexuelle. Et ce qu'on a trouvé, donc chez 298 couples qui consultent en thérapie de couple, c'est que le désir sexuel, c'est la problématique la plus fréquente chez les couples qui consultent en thérapie de couple. Donc, ici, on va parler de problématique de désir qui est cliniquement significative. Donc, c'est plus de 50% des femmes qui consultent qui vont rapporter un problème au niveau du désir et c'est un petit peu plus que 25% chez les hommes. Donc, c'est la problématique la plus fréquente chez les hommes et les femmes. Mais on remarque aussi des difficultés au niveau de l'excitation, de l'érection, lubrification et atteinte de l'orgasme. Encore une fois, ça démontre à quel point ces difficultés-là sont fréquentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de la présentation? Évidemment, c'est un survol. Bien, ce que nos travaux démontrent et les travaux d'autres chercheurs aussi dans le domaine, c'est lorsque la relation va bien, les partenaires semblent heureux au lit. Hein? Donc, ça va bien dans leur relation sexuelle. Et lorsque ça va bien au lit, bien, les partenaires sont aussi heureux dans leur relation plus globalement. On a aussi démontré que les insatisfactions et les difficultés sexuelles sont fréquentes puis entraînent la détresse conjugale. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter. Donc, la thérapie conjugale peut être utile pour toutes sortes de choses. Lorsqu'il y a un éloignement ou un effritement des sentiments amoureux, lorsque les conflits sont fréquents et récurrents, quand les difficultés ne semblent pas s'améliorer et perdurent dans le temps, quand les difficultés de couple entraînent une souffrance individuelle et importante,
Quand la séparation est envisagée, évidemment, mais j'aimerais ajouter aussi quand la sexualité est insatisfaisante et source de soucis. Pourquoi? Parce qu'on a vu à quel point la sphère relationnelle et sexuelle, elles sont bien imbriquées chez les couples de longue durée. Donc, quand on remarque une difficulté sur un plan ou sur un autre, c'est fort probable en fait que l'autre sphère soit affectée. Donc, c'est important aussi de s'en préoccuper.